Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Khoureyssi Thiam, ancien ministre de l'économie maritime. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Faye. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes né en 1939 à Dakar. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'État en sciences politiques obtenu en 1974. Votre sujet de thèse portait sur le Sénégal et l'ONU. Vous êtes titulaire également d'un diplôme d'études supérieures en sciences politiques, d'une licence en droit et d'un certificat de droit en économie des pays d'Afrique. Vous avez été stagiaire à la BCEAO d'Abidjan, chef de service études et statistiques à la régie des chemins de fer de Thiès, conseiller technique puis directeur des études de la planification au ministère de l'Enseignement supérieur, secrétaire exécutif de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial, ASBEF, chargé de mission au Fonds d'action sociale à Paris, fonctionnaire international à la francophonie à Paris, ministre du Commerce de 2000 à 2001, ministre de l'Artisanat en 2006, ministre du Commerce et de l'Artisanat en 2007 et ministre de l'économie maritime de 2009 à 2012. Comme fonction élective, vous avez été député à l'Assemblée nationale en 2001, réélu député à l'Assemblée en 2007. Vous avez été d'ailleurs 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez été élu aussi conseiller régional à Tamba en 2002, élu président du conseil régional de Tambacounda en 2009. Vous êtes le secrétaire, vous avez été le secrétaire général de la Fédération départementale PDS de Tambacounda, secrétaire général de la Convention régionale PDS de Tamba, dissoute, et président et fondateur du mouvement Agir pour le Sénégal. Et vous dites que d'ailleurs vous avez démissionné du PDS en avril 2012. Depuis que vous avez perdu le pouvoir, pratiquement, on ne vous entend plus. Et pourtant, des raisons de briser le silence ne manquent pas. Un conflit vous a opposé et continue de vous opposer au groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal, le GAIPES, qui vous accuse d'avoir organisé le pillage des ressources halieutiques du temps où vous étiez ministre de l'économie. Qu'est-ce qui explique votre silence? Pourquoi avez-vous aujourd'hui senti la nécessité de communiquer? Je voudrais d'abord vous remercier, M. Faye, d'avoir bien voulu accepter de me recevoir et surtout de me permettre de répondre. Ce silence, je vous remercie. Ce silence, je l'ai voulu. Quand j'ai quitté le PDS, il y a eu des attaques d'abord au niveau du PDS. Les gens ont dit que M. Thiam a trahi. En réalité, j'avais été trahi. Sans cela, je n'aurais jamais quitté le PDS. Je m'étais entendu avec le président Abdoulaye Wade pour être sur la liste nationale en position d'éligibilité. Je me suis retrouvé en 25e position. Alors qu'au premier tour de l'élection présidentielle, c'est là la réelle photographie politique pour les responsables politiques. Tamba département, tout le département de Tambacounda avait gagné pour Abdoulaye Wade. Wade est sorti parmi les 14 candidats comme premier. Cela aurait pu permettre à Wade de nous mettre en bonne position sur la liste nationale. Et vous avez été frustré?
frustré, il n'y a pas eu que cela. Il n'y a pas eu que cela. Nous avons appris qu'un de nos anciens adversaires avait bénéficié de 75 millions avant le premier tour. Et quand le premier et le second tour, il a bénéficié d'une rallonge de 25 millions, 100 millions. Qui c'est? Inutile de citer son nom. Nous avions connu le même problème en 2007. Ce même adversaire, alors que nous étions candidats du PDS aux législatives, il avait bénéficié de 50 millions d'aides. Mais ça faisait trop. Si vous y ajoutez que sur une liste nationale, au lieu d'être en position d'éligibilité, on me met en 25e position, c'est une façon de dire, monsieur Thiam, on vous remercie. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le PDS. Et quand j'ai quitté, j'ai dit j'allais vers la PR de Macky Sall. Macky avait dit, en tant que Sénégalais, je suis élu candidat d'un parti, je suis élu pour le peuple sénégalais, je suis le président de tous les Sénégalais. Je mets la patrie au-dessus du parti. Et ça a encouragé beaucoup de cadres qui voulaient travailler avec lui, qui n'étaient pas avec lui à la PR, d'aller vers lui. Mais très rapidement, nous nous sommes heurtés à un mur. Oui, oui, voilà, c'est ce qui s'est dit. Il s'est dit que le président n'est pas chaud à l'idée de vous recevoir. Le président, il n'est pas chaud à l'idée de vous recevoir. Oui. Ça, c'est vous qui le dites. C'est ce qui s'est dit, en tout cas, du côté de l'APR, par exemple. Ça, je ne peux pas aller très loin. Je constate seulement que depuis lors, je ne l'ai pas vu. Je l'ai rencontré à 2 reprises, à Dakar, à Tambacounda. Il avait promis de me recevoir. Ce n'est pas fait. Ça ne nous empêche pas, nous, de travailler. À l'heure actuelle, si au niveau de l'APR, les gens veulent de nous, nous allons aller avec eux pour les locales. Mais s'ils ne veulent pas de nous, de toutes les façons, nous irons avec notre mouvement à ces élections locales. Donc vous pensez que votre audience tardive avec le président, votre audience est torpillée par certaines personnalités tapées dans l'ombre quelque part? À coup sûr, à coup sûr, à coup sûr. Cet ostracisme n'est pas de Macky, ce n'est pas sa nature. Je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu cette grande lutte qu'il y a eu à Dakar ces temps-ci entre Eumeu Sène et Modou Lo. Lorsque Modou Lo a terrassé après une longue lutte Eumeu Sène, il s'est levé, il a fait comme le lion, il a rugé en disant j'ai gagné, mais très rapidement il s'est retourné vers son adversaire pour l'aider à se soulever. Ça c'est la tradition sénégalaise. Je pense qu'après cette grande lutte entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, lorsque Macky a gagné, les choses devaient s'arrêter là. C'est la famille libérale qu'on devait reconstituer. Mais ceux qui sont dans l'équipe de Macky, qui l'entourent, ils barrent tout, ils bloquent tout le monde. Ils ne veulent de personne. Et ce n'est pas cela qui fera gagner Macky. Pas du tout. Malgré toutes les victoires qu'il a eues sur le plan international, l'ostracisme de ces gens va freiner son action, va freiner sa réélection en 2017. Ah oui. Pourquoi vous avez senti la nécessité d'aller militer à l'APR? Parce que pendant qu'on y est. Tout simplement, j'avais été trahi au niveau du PDS. Je me suis dit, tant qu'à faire, allons aider quelqu'un qui dit la patrie avant le parti. Et c'est un libéral que j'ai connu, que j'ai fréquenté, que j'ai combattu loyalement, mais que je connais très bien. Et je me suis dit, allons travailler avec lui dans l'intérêt du pays. Nous allons servir notre pays. Il s'est dit qu'en réalité, si vous avez senti la nécessité d'aller rejoindre Macky Sall, c'est parce que également vous voulez fuir la justice concernant vos dossiers de la pêche. Qu'est-ce que vous avez? Non, je n'ai pas de dossier. Les gens ont voulu fabriquer un dossier. Oui, voilà. Les gens ont voulu fabriquer un dossier. Le drame au niveau du Sénégal, c'est qu'on se met à condamner des gens sans même les juger. Vous parlez d'un dossier. Abdoulaye Wade avait instruit un inspecteur général d'État pour faire une étude sur les conditions de délivrance des licences de pêche. Pas des autorisations de pêche.
Abdoulaye Wade, quand nous l'avions saisi, pour dire, Monsieur le Président, nous avons ici au Sénégal un stock de 1 450 000 tonnes de poissons qui migrent. C'est un don de Dieu qui nous vient des îles du Cap-Vert, qui passe devant les eaux de la Guinée-Bissau, de la Gambie, du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc. Chaque fois que le stock est dans des eaux d'un pays, ce stock appartient à ce pays. Le stock est au Sénégal, 1 450 000, des bateaux pirates s'en emparent, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas en profiter. Nous avons saisi le président par un courrier rédigé par les plus grands techniciens en matière d'économie maritime et de pêche. Ces grands techniciens sont à l'ANAM, à la DPSP, la direction de la protection et de l'assurance des pêches, et à la DPM, c'est la direction des pêches maritimes. Ils ont fait une étude technique que j'ai ici, on a envoyé à Abdoulaye Wade. S'y ajoute que nous avons une jurisprudence en 1992, lorsqu'il a fallu trouver un financement pour la canne, le président Abdou Diouf, informé, a organisé cette pêche avec son ministre d'État Ousmane Tanor Dieng. Ça a permis le financement de cette canne. Ça a tellement bien réussi que cette pêche a été reconduite en 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, pendant 8 ans. Mais si elle était mauvaise, cette pêche n'aurait pas été reconduite. Ça a valu à Ousmane Tanor Dieng une convocation à la DIC au début de l'alternance en 2000. On s'en souvient. C'était pas pour l'arrêter, c'était juste pour avoir de l'information. Parce qu'Abdoulaye Wade, quand il est arrivé, il a dit « Je gracie Diouf, sa famille et ses proches ». Tanor était un des plus proches du président Diouf. Donc ça ne pouvait pas aller très loin. Abdoulaye Wade voulait des informations. Quand il a eu les informations, il a dit « Rangez-moi ce dossier ». Faisant fi des lois existantes. Quelles lois existantes à ce niveau? Le président de la République donc, est tenu par la loi. Il n'est pas le siège même de la loi. Et la loi est claire. Quand on pille les ressources du pays, on doit en répondre devant les autres. Non, c'est vous qui dites qu'il a pillé. Vous reprenez les termes du GAIPS. Vous dites qu'ils ont pillé. C'est un terme en vogue. Hein. Mais eux, ils ont pillé. Je vous en parlerai tout à l'heure. Okay. Ils n'avaient pas pillé. Ce sont des ressources extra-budgétaires. Le président en avait besoin pour sa politique. Ils ont trouvé ces ressources budgétaires. Abdoulaye Wade, quand il est venu, il a dit mettons ça de côté. Quand je suis venu au ministère, Abdoulaye Wade ne m'a pas dit va au ministère de l'économie maritime pour faire de la navigation à vue. Va pour booster l'économie maritime. J'arrive, les techniciens que je trouve me disent monsieur Thiam, il y a un stock ici, il faut que le Sénégal en profite. Le ministère n'a pas de moyens, arrangeons-nous pour que le président puisse en bénéficier, que l'économie sénégalaise puisse tirer profit de ce stock qui est là. C'est pêché en Mauritanie, c'est pêché au Maroc, en Gambie et en Guinée-Bissau. Pourquoi nous autres Sénégal? Tout est parti de là. Le président Wade, quand on l'a saisi, il a répondu, le président a répondu immédiatement en disant d'accord, je vous marque mon accord pour la délivrance des autorisations de pêche sur ce stock. Oui, je vais vous citer, monsieur le ministre, si vous permettez, l'article 3 de la loi portant code de la pêche. Il dit ceci concernant la gestion des ressources halieutiques. L'État définit à cet effet une politique visant à protéger, à conserver ces ressources et à promouvoir une exploitation durable de manière à préserver l'écosystème. La loi continue, l'État mettra en œuvre une approche de prudence dans la gestion des ressources. Fin de citation. Est-ce que vous avez été suffisamment prudent, voilà, suffisamment prudent à la gestion des ressources? Parce que là, on a l'impression que c'est le contraire qui s'est produit. Non, dans cet article 3, dans cet article 3, on comprend que c'est à l'État d'organiser cette pêche. Lisez tout l'article 3. Il appartient à l'État d'organiser la pêche. Et d'être prudent. Et dans la gestion. L'État a été prudent dans la gestion des ressources halieutiques. La Constitution du Sénégal dit que
c'est le président de la République qui définit la politique sur le plan national. C'est du ressort du président de la République. Ça fait partie de ses prérogatives régaliennes. Comme ça faisait partie des prérogatives du président Diouf. Quand Ouad saisit, dit allez-y, mais nous y allons. Nous sommes de simples exécutants. Tanor exécutant, Tanor avait fait la même chose. Il n'y a pas eu de gabegie ni d'imprudence dans cette gestion. On vous reproche d'avoir vendu le kilogramme à 17 francs. Vous répondez quoi? C'est simplement que dans la sous-région, c'est la même chose. Vous allez en Guinée-Bissau, ça ne dépasse pas les $30. Vous venez au Sénégal, on n'en vendait pas. Vous allez en Mauritanie, ils étaient à $37,5. Vous allez au Maroc, ils sont à $26,5. Nous avons pris $37, $35 en accord avec les intermédiaires qui sont allés chercher des armateurs pour venir pêcher au Sénégal. Donc 17 francs, comme vous dites, 17 francs 50. Je vous donne l'exemple de la Mauritanie. À l'heure actuelle, nous avons des Sénégalais qui pêchent. Des Sénégalais qui pêchent en Mauritanie. La Mauritanie leur réclame par tonne de poisson 10 euros. 10 euros, c'est 6 500 francs. Donc 6 francs 50 le kilo. Nous sommes à 17 francs 50. Vous n'avez jamais entendu un seul syndicat d'armateurs ou de pêcheurs en Mauritanie protester ou défiler dans les rues pour dire ce qui a été offert au Sénégal est trop bas par rapport à leurs besoins. Au contraire, ils n'ont absolument rien dit et ça se déroule normalement. Et quel est le montant qui a été déposé au trésor public? Oui. C'est très simple. La première année en 2011, nous n'avons pêché que 2 mois. Ça a rapporté 842 millions au trésor public. C'est un guichet unique. Le peuple sénégalais en a profité. La deuxième année, nous avons pêché pendant 3 mois et demi. Abdoulaye Wade a perdu le pouvoir le 25 mars. Donc ça a été janvier, février, mars. Ça s'est prolongé jusqu'au gel par Macky Sall quand il a passé service, quand Abdoulaye Wade lui a passé le service. Pendant 4 mois. Là, ça a rapporté au trésor public 1,5 milliard. C'est peu peut-être. Mais quand vous le reconnaissez? Mais par rapport à nos ambitions, oui. Par rapport à nos ambitions, je voudrais qu'on fasse un zoom ici sur un journal qui s'appelle La Gazette. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, le cameraman va s'y atteler. Les pirates nous prennent, ils le disent dans le journal, chaque année 150 milliards. Oui. 150 milliards. Le Sénégal perd parce que le Sénégal n'arrive pas à gérer ses stocks. Oui, c'est grave comme accusation. Hein? Qui ça? C'est grave comme accusation, je dis. Pour qui? Pour qui? Parce que là, c'est votre nom qui a été cité. Non. La perte de 150 milliards, c'est l'USAID qui dit que chaque année, le Sénégal perd 150 milliards. Sayer Seck, qui est le président du KIP, se corrige en disant non, c'est 166 milliards. Même en nous fondant sur les 150 milliards, c'est 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Les Sayer Seck nous disent qu'en Russie, dans la Fédération de Russie, la tonne de poisson coûte $120. Ça veut dire que le Sénégal perd, avec cette pêche-là, avec ce calcul, nous avons un stock de 2 500 000 tonnes de poissons au Sénégal. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de poissons. Pourquoi ne pas nous organiser pour pêcher ce poisson et permettre à l'État d'en profiter? 150 milliards, c'est énorme. Ce n'est pas nous. Moi, il me reproche d'avoir fait perdre au Trésor 7,5 milliards. Mais il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Avec $35 la tonne, nous avons réussi à faire ce que personne n'a fait depuis que le Sénégal est indépendant, verser de l'argent au Trésor public. Ce
n'est pas géré ailleurs, c'est versé au trésor public. 842 millions, 1,5 milliard. Ils nous disent qu'il y a un manque à gagner de 7 milliards 500 000. C'est pas. 7 milliards 500 millions. Ils ne se sont pas donné la peine d'aller très loin. Ils savent d'ailleurs, mais ils n'ont pas voulu aller très loin. Il y a une cabale qui a été montée en disant accusons Khoureychi Thiam. Vous savez, quand nous signons des protocoles, ceux qui viennent pour pêcher dans nos eaux, mais ce sont des armateurs. Ils n'ont pas de bateaux. Ils sont obligés d'aller chercher des bateaux en Russie. Si avec l'Union européenne, nous avions nos accords qui ont été suspendus depuis 2006, si ça existait, on aurait fait appel à l'Union européenne. Mais tel n'a pas été le cas. Dès que nous avions eu le feu vert du président pour pêcher, des amis sénégalais sont venus pour pêcher. Un Mauritanien, un Marocain, 2 Sénégalais. Le texte est clair dans l'article 16 du Code de la pêche. Il dit que s'ils veulent pêcher, ils peuvent passer par des consignataires sénégalais. Nous avons respecté cela. Il n'y a rien d'illégal dans ce que nous avons fait. La pêche, gérée par le président de la République, qui définit sa politique, c'est le président qui est le responsable. Oui, donc vous accusez Wade à votre tour. Pas du tout. Alors, je n'ai pas cette lâcheté-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'accuse pas Wade. Il a donné son accord, j'ai géré la pêche. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes actes. De 92 à 99, la pêche organisée au Sénégal, personne n'a remis ça en cause. Ni un ministre, ni les différents premiers ministres du Diouf. Est-ce une raison pour entrer dans cette brèche-là? Quelle brèche? Oui. Vous dites que depuis 92, c'est la même chose, mais vous êtes là pour changer les choses aussi. Mais nous avons changé. On a versé l'argent au Trésor. Tout le monde en profite. Oui, il y a des accusations très graves de l'ONG Greenpeace qui vous accuse d'avoir détourné 7,5 milliards de dollars, soit 3 750 milliards de francs CFA. Ça fait rire. Monsieur Faye, oui. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Pour de telles accusations, je me réserve le droit de tirer toutes les conséquences. En faisant quoi? Ça, vous verrez plus tard. Vous allez porter plainte? Je ne le dis pas, mais vous verrez seulement. Je me réserve ce droit. 3 750 milliards de dollars en 6 mois de pêche. Et après avoir versé 840 millions, 1,5 milliard, j'arrive à détourner 3 750 milliards. C'est plus que ce que Macky était allé mais chercher. Mais ce n'est plus la peine qu'on aille ailleurs. C'est plus la peine. Le président pouvait rester ici. Puisqu'on m'accuse d'avoir détourné 3 750 milliards. Mais le président peut dire, mais où sont ces 3 750 milliards? C'est plus que le budget. Ça fait une fois et même le budget. Et qui doit tirer au clair cette affaire? Qui doit tirer ça au clair? Oui. Mais peut-être la justice, très probablement. Eux qui disent, disons une chose, dans le journal, le journaliste dit selon Greenpeace. Il dit selon Greenpeace. On va saisir Greenpeace. Si Greenpeace confirme. Mais c'est une nuit. On ne peut pas. On ne peut pas. Personne ne peut dire cela. Déjà 150 milliards, c'est toute une histoire. Ça fait 2 500 000 tonnes. Si vous allez à 3 750 milliards, mais c'est démentiel. Et je me demande, même si ça arrivait, où est-ce qu'on peut cacher cet argent-là? Ici, en 6 mois de pêche. 2 mois en 2011, 3 mois en 4 mois en 2012. On ne peut pas trouver ces fonds. Ce n'est pas possible. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de cabale contre votre personne. Oui. Une cabale à quelle fin? Quand les Romains sont rentrés dans la ville de Carthage, après plusieurs tentatives, beaucoup d'expéditions punitives,
lorsqu'ils sont parvenus à rentrer, leur cri de guerre était Delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. J'ai eu des démêlés politiques, pas mal de gens ici, y compris nos amis du KIPS. Ils ont dit qu'il faut détruire Kourechi-Thiam. Il y a une cabale au niveau de la paire, anti-Kourechi, au niveau du PDS, anti-Kourechi, et déjà tapis dans l'ombre, que je ne connais pas, mais qui sont tapis dans l'ombre, qui ont joint leurs forces en disant ce type-là, il faut l'éliminer. Vous entendez faire face? En tout cas, j'essaie de m'expliquer aujourd'hui pour mettre un terme à cette cabale, sur la pêche illicite en tout cas. Il n'y a pas de pêche illicite, c'est une pêche légale. Et le Sénégal perd. Évidemment, le président Macky arrive, il innove, c'est la rupture. Il dit je gèle. Mais le Sénégal perd beaucoup. Le Sénégal perd beaucoup. Alors, justement, selon Greenpeace, les Russes versaient $120, environ 60 000 francs aux autorités sénégalaises pour une tonne de poisson pélagique. Mais le Trésor public ne recevait que $35, environ 17 000 francs CFA. Vous répondez quoi? C'est simple. C'est simple. Si nous, en tant que ministère, nous avions traité directement avec les armateurs russes, les armateurs russes nous auraient payé, comme on dit sur le marché russe, 125, 120, $130. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons traité avec des armateurs dans un premier temps, ici au Sénégal. Ces armateurs, dans un second temps, sont allés en Russie chercher des bateaux. Donc ils ont contracté avec des armateurs russes pour faire venir pêcher les bateaux ici au Sénégal. Ces $120 en question ont été payés à ces armateurs. Vous les connaissez, ils sont là. Ce qui me peine et ce qui peine beaucoup de gens, parce que les gens qui ne comprennent pas, c'est que ces armateurs en question, on ne les a jamais interrogés, on ne les a jamais entendus. Ils sont là au Sénégal, ils sont en Mauritanie, ils sont au Maroc. Fouad Nouasser, vous le connaissez très bien, il est là, c'est un Sénégalais, il travaille. Santissi, il est au Maroc, il s'occupe de pêche. Abbas, il est en Mauritanie. Un quatrième, Baye Malick Ba, il est ici au Sénégal. Qu'est-ce qui empêche qu'on demande à ces gens sur un plateau, dites-nous ce que vous avez fait avec ces 7,5 milliards. Le Sénégal, aucune autorité sénégalaise n'a jamais perçu un seul centime de cette pêche, oui, en dehors de ce qui a été versé au Trésor. On a parlé de rétrocommission. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ont des rétrocommissions, commission, argent sale, ils ont dit beaucoup de choses pour salir. Mais c'est du mensonge. Je vous assure, ce sont des allégations calomnieuses et mensongères. Il n'y a rien d'autre. L'argent a été perçu par ces armateurs. Nous ne l'avons pas vu cet argent-là. Ça n'a jamais été versé ailleurs. Mais ils affrètent des bateaux. Quand vous affrêtez un bateau, ça a un coût. Au niveau du bateau, il y a le personnel navigant, c'est l'équipage. Il y a des marins, pêcheurs, il y a des matelots. Il y a tout ce qu'il faut pour que le bateau puisse naviguer. Et en plus, quand vous venez, ils pêchent, ces bateaux, tout ce qu'ils ont capturé, il faut le mettre dans des cartons, le transborder dans un autre bateau en direction de la Russie. Mais ça a un coût, plus le profit. Plus le profit. Nous, on ne s'est pas sali les mains, on s'est entendu. Ils ont dit, nous allons pêcher, on vous verse $35 par tonne. Le reste, c'est leur argent. Il fallait expliquer cela aux populations, qu'on le comprenne. Mais ce que personne ne comprend, quand on fait un travail sérieux, mais on le fait complètement. On a appris aux étudiants. On leur apprend rapidement dans une dissertation, un devoir. Il y a l'introduction, la première partie, la seconde partie et la conclusion. L'introduction, c'est la thèse du KIPS qui est dedans. La première partie, c'est la thèse du KIPS qui est dedans. La deuxième partie, qui est l'antithèse, c'est l'antithèse du KIPS. La conclusion, c'est la conclusion du KIPS. C'est parce que vous avez refusé de communiquer. Pas du tout. Qui m'a invité? Vous m'avez invité une fois? C'est ce que je
viens de faire. Ah, mais je vous remercie, mais vous avez vu, ça fait presque 20 mois que j'attends d'être invité. On a tendu le micro, on a invité sur des plateaux de télévision, les gars IPS. Ils ont déblatéré sur nous, ils ont raconté beaucoup de boniments. Personne ne m'a dit, Khourichi, tu as un mot à dire. Qu'est-ce qui vous oppose réellement au gars IPS, ministre? Ce qui m'oppose à gars IPS, c'est très simple. On a voulu faire la pêche, ils ont dit, vous ne faites pas la pêche. C'est parti de là. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. La Guinée-Bissau fait cette pêche, la Gambie fait cette pêche, la Mauritanie fait cette pêche, le Maroc fait cette pêche. Pourquoi vous voulez qu'on ne fasse pas cette pêche? C'est de l'argent que nous perdons. Et dans la note adressée à Abdoulaye Wade, on lui a fait comprendre, et c'est la réalité, la pêche de ce stock ne gêne en rien le patrimoine halieutique national. Oui, on a parlé de stock de transition. Et selon le GAIPES, les bateaux ont fait plus d'1 an au Sénégal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous prenez le rapport de l'IGE, il le précise bien, c'est 2 mois en 2011 et 4 mois en 2012. Mais Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir le 25 mars. Est-ce que ça fait 1 an? C'est juste 3 mois. 3 mois, à peine 3 mois. Le temps que Macky Sall, il y a eu 1 mois, les bateaux ont quitté le Sénégal. Donc, en tout et pour tout, ça fait 4 mois et 2 mois, 6 mois. Le gars IPS a fait des estimations incroyables. Ils ont fait des calculs à partir de 200 jours de pêche. Ils ont dit que ces bateaux ont pêché pendant 200 jours, en 2011 et 2012. Ce qui n'est pas vrai. 2011, c'est 2 mois, 60 jours. 2012, 3 mois de présence avec Abdoulaye Wade au pouvoir, plus 1 mois. Le temps que les bateaux, ça fait 4 Malgré tout, c'est beaucoup d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup d'argent pour qui? Pour le Sénégal. Ah, oui, mais à leur tour, ils disent que voilà, vous avez pillé, pour reprendre leur propre expression, les ressources halieutiques. Mais le plus grand pilleur ici au Sénégal, dans la pêche, c'est Saher Seck. Ah bon? Saher Seck, oui. Il est allé faire de la pêche illicite, illégale, en Guinée-Bissau. Son bateau avait été arraisonné le 15 août 2010. C'est moi qui ai fait revenir son bateau ici. Il avait une amende de 80 millions. Il est allé nous demander de lui rendre service. J'ai négocié avec mon homologue bissau-guinéen. Celui-là, on n'est pas venu à rabaisser, à faire tomber les 80 millions à 11 millions. Ça, il ne peut pas le nier. Dans lui, il réclame votre tête. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut prendre ce document-là et qu'il y ait un zoom dessus. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais c'est bon qu'il y ait un zoom dessus. Il réclame ma tête. Il y a le règle pour me réclamer son bob, mais ce n'est pas Saher Seck. Saher Seck pirate, il a renouvelé encore sa piraterie. Il est allé dans les eaux mauritaniennes avec ses 4 bateaux. Ils ont pêché pendant 3 jours. Les gardes-côtes les ont pris en chasse. Un a échappé. Les 3 ont été arraisonnés et ramenés à quai. Il y avait 50 marins jetés en prison. 3 commandants de bord. 50 jetés en prison. Toute la Kirghizie ont débarqué, vendu au profit. Saher est venu nous voir. J'ai envoyé le secrétaire général du ministère. Arrivé sur place, mon homologue de Mauritanie nous dit que ce n'est pas possible. Les bateaux arraisonnés de Saher Seck tombent dans le patrimoine national. C'est l'article 12 de leur code de pêche. Ça ne finit pas. Saher envoie le président du groupe parlementaire, Doudou Wade, à l'époque, oui. À l'époque. Il va, même résultat, on lui dit que ce n'est pas possible. Abdoulaye Wade vient en conseil des ministres. Mes collègues m'entendent, mes anciens collègues du gouvernement. Abdoulaye Wade dit, quand une société, pendant 3 mois, ne travaille pas, elle périclite et tombe en faillite. Le cas de Sopasen, de Saher Seck, est dramatique. Il faut tout faire pour récupérer ces bateaux. Et il charge immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Madické, en dit, va voir les responsables de la Mauritanie, négocie pour qu'ils libèrent ces bateaux. Madické a été, il y avait des pirogues qui avaient été arraisonnées,
Il a réussi à les faire partir. Les 3 bateaux de Sahel, il n'a pas réussi. On lui a dit, donc d'accord, on va faire. Il est revenu, ça ne s'est pas réglé. C'est Abdoulaye Wade, lui-même, qui a réglé le problème avec le président Abdelaziz. Oui, c'était de votre ressort, non? Parce que c'est vous qui étiez les autorités à l'époque. C'est moi, effectivement. En charge, en charge de on a essayé, ça n'a pas abouti. Le président de l'Assemblée du groupe parlementaire, ça n'a pas abouti. Le président envoie son ministre des Affaires étrangères, ça n'a pas abouti. Abdoulaye Wade monte en première ligne. Il parle à son homologue. Celui-là finit par dire, bon, Abdoulaye lui dit, comme il parle bien wolof, Abdoulaye lui dit, ça njabot lañu. Ça njabot lañu. Il a dit, vous me mettez en mal avec les pêcheurs mauritaniens. Parce que quand ils sont pris en flagrant délit, ils sont sanctionnés durement. Abdoulaye dit non. Bref, le président a réussi. Donc, le GAIPES vous en veut parce que vous constituez à l'époque une menace à ses intérêts. C'est ce que vous êtes en train de dire. Menace, en tout cas, pour moi, ce n'était pas une menace. Moi, je cherchais à rendre service à mon peuple. Nous avons un stock, un don de Dieu de 1 450 000. Si on ne le pêche pas, ce sont des bateaux pirates qui viennent le pêcher. Est-ce que c'était une raison pour brader ce stock-là? Non, ce n'est pas le brader. Nous, on ne se salissait pas la main. Nous n'avions pas de bateaux pour pêcher. Ce sont des intermédiaires qui sont allés chercher des bateaux pour venir pêcher. Je vous ai donné l'exemple des 300 licences du côté de la Mauritanie. La Mauritanie donne 300 licences chaque année. Mais la Mauritanie dit aux Sénégalais, quand vous pêchez une tonne, vous nous versez 10 euros. Nous, on demande 35 $. 35 $, c'est 17 500. 10 euros, c'est 6 500. Faites la différence, c'est presque 3 fois plus. Et en Mauritanie, quand ils pêchent, ils payent 37 $ la tonne. Nous sommes à 35 $. Vous allez au Maroc, c'est 26 $5. Mais personne ne proteste là-bas. C'est ici au Sénégal, on joue, on est dans la rue, on défile, on chahute. En tout cas, l'inspection générale d'État est entrée dans la danse. Est-ce que vous craignez une suite judiciaire à ce dossier, donnée à ce dossier? Je suis un croyant. Le travail a été fait. J'ai été entendu par l'inspection générale d'État. J'ai montré les failles qu'il y a. L'inspection générale d'État a travaillé beaucoup plus avec le GAIPES qu'avec les autres acteurs. Les principaux acteurs n'ont jamais été entendus. Et ce n'est pas normal. Ah oui. Pas du tout. Les 4 grands consignataires n'ont jamais été entendus. Ce sont eux qui ont signé les autorisations avec nous. Ce sont eux qui sont allés en Russie chercher des bateaux. Ce sont eux qui savent ce qui a été fait. Je peux vous dire de notre côté, chaque fois qu'un bateau va pêcher, le ministère envoie 3 inspecteurs, un inspecteur et 2 observateurs. Donc 3 Sénégalais sont à bord pour savoir ce qui se fait et si ça se fait bien ou non. Donc toutes les parties doivent être entendues par l'IGE. Normalement, mais on n'a entendu que le GAIPES. Donc il n'y a que la littérature du GAIPES. On a entendu certains services du ministère, un certain conseil technique qui n'était pas partie prenante à cette affaire. Mais ceux qui ont fait la pêche, réellement, on les a occultés, on les a mis de côté. Et ce sont eux qui sont les bénéficiaires de ces 7 500 000 000 de francs CFA. Oui, vous, en tant qu'ancien ministre de la Pêche, de l'économie maritime, quel bilan tirez-vous de votre gestion à la tête de ce ministère? Je vous l'ai dit tantôt, quand je suis arrivé à la tête du ministère, le président ne voulait pas que je fasse la navigation à vue. En tout cas, c'est ma conception également. Il fallait booster l'économie maritime en y apportant des modifications. Certains ministres qui sont passés dans ce ministère n'ont jamais voulu faire de vagues. C'est le cas de le dire. Ils sont restés tranquillement, ils perdurent jusqu'au moment où ils changent, où ils quittent le gouvernement. J'arrive, je discute avec les gens, on me dit, monsieur Thiam, il y a des possibilités d'avoir des fonds pour le pays. Allons-y. GAIPES dit non. Là, ils m'ont pris en haine. La bataille est là. Il est puissant, le GAIPES.
PES. Ils disent qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de milliards, mais qu'ils payent les impôts. Ils ne le payent pas? Si, ils payent, mais ils ne payent pas tout. Saher Seck a fait l'objet d'un redressement fiscal en 2011-2012 de 642 millions. Pour quelqu'un qui paye les impôts, tout n'a pas été payé. Il a à côté de lui une dame qui s'appelle Fatou Ndiaye, qui parle beaucoup, qui a plaisir à me frapper dessus chaque fois. Mais ça ne me gêne pas, laissons la faire. C'est une dame que je respecte beaucoup. Elle a payé plus de 300 millions de redressement fiscal. Son redressement s'élève à plus de 300 millions. Vous prenez ces principaux responsables. Ce sont eux qui s'attaquent à tout le monde. Saher Seck, dans ce document, il dit que l'ambassadeur russe est au cœur du scandale. Oui, d'ailleurs, il demande même qu'il soit déclaré persona non grata au Sénégal. Mais Saher Seck, c'est un pêcheur, il ne faut pas aller loin. Ce n'est pas un diplomate. Il s'occupe de football, il s'occupe de tout ce que vous voulez, mais il se met à la place du... Il peut donner des injonctions au gouvernement du Sénégal parce qu'on a raisonné un bateau russe ici. Il demande qu'il soit déclaré l'ambassadeur de Russie. Je n'ai rien avec l'ambassadeur de Russie. Il vous dira, vous y allez demain, ce monsieur, je ne le connais pas. Je n'ai jamais mis pied à l'ambassade. Mais pourquoi à chaque fois ce sont les bateaux russes qui sont mis en cause? C'est simple. Oui. Comment faut-il l'expliquer? Moi, je vous donne l'explication. En 2006, les accords avec l'Union européenne ont été suspendus. Sans quoi, nous aurions traité directement avec l'Union européenne. Nos relations sont privilégiées. Ce que le Sénégal veut, le Sénégal l'obtient du côté de l'Union européenne. Le président Macky Sall a été à Paris au groupe consultatif. Vous avez vu ce qu'il rapporte. 3 729 milliards. Plus que le budget du Sénégal. Je profite de l'occasion pour le féliciter. Ce sont nos partenaires. Mais puisque nous n'avons pas de relation avec l'Union européenne, nous avons travaillé avec des gens qui pouvaient nous permettre d'avoir des bateaux pour pêcher. Ils se sont tournés vers les pays qui ont une flotte pour ça. C'est la Bélisie, c'est l'Ukraine, c'est la Fédération de Russie, c'est la Corée du Sud. Ils vont chercher les bateaux là, ils peuvent les avoir pour cette pêche. Ils y trouvent leur compte, le Sénégal y trouve ses comptes. Ok. On en était à votre bilan. Aujourd'hui, vous êtes... vous avez un regard extérieur. Je n'en finis pas. Absolument. Nous allons revenir sur votre bilan, si vous le permettez. Aujourd'hui, avec le regard extérieur que vous projetez sur la politique de pêche au Sénégal, qu'est-ce que vous avez à dire? Je termine juste avec Saher Seck qui demande la rupture des relations diplomatiques avec la Russie. La Russie est un très grand pays. C'est la deuxième puissance mondiale. Moi, je n'ai jamais été communiste, hein, je vous le dis, étudiant jusqu'à présent. Maintenant, c'est autre chose qui s'est installé en Russie. Mais s'ils sont hors la loi également, il faut en tirer les conséquences. Qui ça? Les Russes. S'ils sont hors la loi? Oui. Mais pas les Russes, il faut parler de quelques armateurs. Des armateurs qui sont venus dans nos eaux. Et peut-être protégés par leur ambassadeur, certainement. Comment ça? Les armateurs? Non, ils viennent pêcher et puis ils terminent, ils s'en vont avec l'argent. La Russie est un pays démocratique. Mais Saher n'a pas demandé que le Sénégal rompe ses relations diplomatiques avec la Russie parce que tout simplement, il veut mettre la main sur la mer sénégalaise. Ah oui? Oui, il n'a pas à le faire. C'est ce qu'il veut en réalité? En tout contrôler les eaux sénégalaises. C'est le sentiment que j'ai personnellement. Mais pour faire quoi maintenant? Et vous fondez sur quoi? Sur ces multiples déclarations. Tout ce que l'on fait, il dit non. On a raisonné un bateau russe ici. Le bateau Oleg Naïdonov. Quand il a été arraisonné, tout le monde a cru que c'est le gars IPS qui l'avait arraisonné. Or, ce n'est pas le gars IPS. C'est l'ambassadeur de France à qui revient le mérite
de cet raisonnement. C'est lui qui nous a prêté un avion, son breguet. Il nous le prêtait du temps où j'étais ministre. Il l'a prêté à l'actuel ministre, Ali Haïdar. Il a signalé la présence de bateaux russes dans nos eaux, en pêche illégale. Les forces armées, avec la marine, ont poursuivi ces bateaux. Ils sont allés chercher en Guinée-Bissau le bateau. Ils l'ont ramené à Dakar. Mais le gars IPS n'y est pour rien. Mérite et félicitations doivent aller à l'ambassadeur de France, au ministère des Forces armées, au ministère de l'économie maritime, mais pas au gars IPS. On a cru que c'est le gars IPS qui avait arraisonné non pas un bateau, mais un ovni. Okay. Un ovni, une soucoupe volante qui a une soucoupe volante qui est rentrée dans l'espace aérien sénégalais. Il la raisonne, il le dépose, il nous montre des extraterrestres. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait comme boucan, conférence de presse, le président doit rencontrer le monde de la pêche à Kayar le 17, ils viennent, ils s'accaparent de tout. Ce qui n'est pas normal. Ok. Oui, que pensez-vous de la politique de pêche de l'actuel régime? Le ministre fait son travail, il le fait bien. Je lui souhaite de continuer. Mais je lui demande aussi, comme recommandation, je lui demanderai de durcir un tout petit peu les sanctions vis-à-vis des bateaux en pêche illicite. En Mauritanie, quand un bateau est pris en flagrant délit de pêche illégale, il tombe automatiquement dans le patrimoine national. Ici, au Sénégal, c'est vrai qu'il y a des bateaux russes qui viennent, puisqu'il s'agit de bateaux russes, faire de la pêche illégale, mais vous avez des bateaux sénégalais qui font de la pêche illégale dans des zones où ils ne doivent pas aller. Il y a des aires marines protégées. Ces bateaux doivent être sanctionnés. Et sanctionnés durement. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait au temps où vous étiez ministre? J'avais essayé de modifier le code de la pêche. Ça a soulevé tellement de tollé, je me suis arrêté. Oui. Ça a soulevé. Vous parlez maintenant de bilan. Je peux vous parler aussi de notre bilan, si vous voulez. Oui, oui, rapidement. Ah, vous êtes gentil, très rapidement. Le joyau de ce bilan, c'est un programme que nous avons obtenu des Pays-Bas. Ils nous ont financé pour 23 milliards le désensablement de l'embouchure du fleuve Casamance. Et ils vont draguer le fleuve jusqu'à une certaine hauteur, profondeur, pour permettre aux bateaux sénégalais ou bateaux étrangers de remonter le fleuve jusqu'à hauteur de Kolda. Parce que c'est une zone où nous avons beaucoup de fruits et légumes et beaucoup de marchandises à transporter vers Dakar ou les grandes villes. Ça, c'est un. Deux, nous avons ce qu'on appelle la SNCDS. C'est la Société nationale des conserveurs du Sénégal, avec 1500 emplois, qui était vraiment en agonie. Je suis allé 3 fois en Corée, à Séoul, négocier avec la 5e société mondiale tonnière qui s'occupe de thon. Pour 10 milliards, ils ont dit nous allons renflouer cette société en créant une nouvelle société sur la précédente. Et c'est fait juste au moment où je devais partir. Nous avons contribué à terminer les travaux du port de Carabane. Eiffage vous le confirmera. Nous avions un programme froid, 15 complexes frigorifiques, 15 camions distribués. Okay. Je peux toujours continuer. Oui, bon, voilà, mais malheureusement, on n'aura pas le temps, monsieur le ministre. Il nous reste d'autres sujets d'actualité et il ne nous reste pas aussi non plus beaucoup de temps. Nous allons parler de l'actualité, si vous le permettez. L'actualité, c'est le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. Vous, en tant qu'homme politique, que pensez-vous de ces travaux de Amadou Mahtar Mbow et compagnie? Je vous donne mon point de vue, mais j'aurais souhaité qu'on épuise, qu'on termine ça. Pour moi, c'est terminé. Je ne cherche pas à polémiquer. Il fallait seulement que j'apporte des réponses pour nos compatriotes, qu'on sache qu'on a voulu faire quelque chose de bien pour la population.
que ce poisson puisse être le poisson de tous les Sénégalais et non pas le poisson d'un seul groupe. C'est ce que nous avons voulu faire. En tout cas, votre passage à la tête de ce ministère a été pour le moins mouvementé. Hein. Il y a eu beaucoup de grabuge autour de votre personne quand vous étiez ministre de l'économie maritime. Oui, parce que je monte au front. Comme en politique, je monte au front également. Vous me parlez de la CNE, la Commission nationale de réforme des institutions. C'est le président de la République qui a demandé au doyen Mbow, Ahmed Mokhtar Mbow, de lui faire un rapport sur le toilettage des institutions du pays. C'est le président qui a demandé. Oui. Ils ont travaillé sur commande du président, comme l'a dit Mamadou Lamine Loum. Ils ont travaillé sur commande. Mbow s'est entouré des plus grands cadres de ce pays. Ils ont terminé le travail. Ils ont remis le rapport au président de la République. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Permettons au président de lire le rapport, d'en prendre ce qu'il y a de bon et le reste il met de côté. Mais qu'on lui donne le temps de lire le rapport. C'est ce que je peux dire. Et le président l'a dit. Il verra ce qu'il y a de bon. Mais il n'est pas pressé par le temps. Mais est-il logique de débourser 700 millions pour des travaux et revenir dire que je vais prendre ce que je jugerai bon? C'est lui qui a commandé. Il a commandé. Il peut mettre même 1 milliard. Mais s'il sait déjà ce qui est bon, vous valez mieux qu'il aille à l'essentiel. Non, il ne le sait pas. Parce qu'il n'avait pas lu le rapport quand on lui a remis. Ils ont fait le travail, ils ont déposé sur sa table le rapport. Il a dit, permettez que je le lise, ce qu'il y a de bon, je le prendrai. Et vous, en tant qu'homme politique, que pensez-vous après l'avoir lu de ce rapport? Moi, je ne tirerai pas sur le doyen Mbow. Non. Il a fait son travail. C'est une icône sur le plan national comme sur le plan international. Il a dirigé pendant 3 mandats l'UNESCO. Nous l'attendions. Nous pensions même qu'après les assises, Mbow allait être candidat. Il est le candidat à l'élection présidentielle de 2012. Ce qui n'est pas le cas. Qui n'est pas le cas. Dans le rapport de Mbow, il y a de petites lacunes. Par exemple, quand il dit qu'il faut limiter le mandat des candidats à 70 ans. C'est pas raisonnable, ça? Comment? Vous ne trouvez pas ça raisonnable? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous êtes croyant. Vous êtes un bon croyant. Je suis un croyant. Le décret divin, quand il dit que vous serez président de la République à 80 ans, ça va se faire à 80 ans. Est-ce qu'à 80 ans, on peut jouir de toutes ces facultés intellectuelles? Parfaitement. Regardez les khalifes que nous avons ici. Ils ont plus de 80 ans. Oui, être khalife est différent d'être président de la République. C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. C'est harassant, le travail du président. Le travail des khalifes est beaucoup plus difficile encore. C'est un travail quotidien. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Je voudrais que vous m'accompagniez, qu'on aille voir un khalife au travail. Il se porte bien et il ne se repose pas. Quand on dit qu'il y a un plancher, un plafond pour la candidature à la présidence de la République, je crois qu'il faut enlever cela. Si demain, le peuple sénégalais estime qu'un jeune de 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans doit être élu parce qu'il plaît et il a un programme séduisant, mais qu'on ne le laisse pas, qu'on laisse le peuple l'élire. Mais si le peuple aussi pense que quelqu'un qui a 80 ans, 85 ans, candidat, et qu'il peut remplir les conditions de cette élection, il faut le laisser passer. Il ne faut pas qu'il y ait tout de suite une dichotomie ou une dualité entre les jeunes et les moins jeunes. Pas de conflit de génération.
C'est à éviter systématiquement. Le Sénégal est un petit peuple. Nous sommes 14 millions. Chacun peut trouver sa place ici. Oui. Dans la presse de cette semaine, on a parlé d'une opération Nibi qui serait initiée par le président par le Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, on vous a cité parmi les potentiels leaders politiques qui devraient effectuer le retour au PDS. Est-ce que vous êtes dans les dispositions de rejoindre le PDS? Moi, non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Pour le moment, uniquement. Pour le moment. Mais vous ne l'excluez pas? Je suis à pair. Même si les gens de la paire ne veulent pas que je vienne travailler avec eux. C'est quoi? Vous voulez forcer le barrage? Il n'y a pas de forcer. J'écoute, j'attends un tout petit peu seulement. J'attends. Nous avons notre mouvement, Agir pour le Sénégal. Nous avons nos amis à l'intérieur du pays. Le moment venu, s'il n'y a absolument rien, mais nous irons à ces élections. Nous pouvons nous entendre avec un parti. Il y a plusieurs grands partis ici. Si vraiment la paix ne veut pas de nous, nous irons à ces élections. Vous irez en gardant votre identité ou bien vous allez vous fondre dans le parti qui va vous accueillir? Tout dépend du parti qui va nous accueillir. Il nous faut discuter d'abord avec le principal leader, le père fondateur du parti. En ce moment-là, nous établirons les conditions de travail. Mais le choix numéro 1, c'est l'APR. Le choix numéro 1, c'est l'APR. Le choix numéro 2. Il y a 4 ou 5 partis comme ça. J'ai des contacts permanents. Vous avez un éventail de partis. De partis. Ouais. Vous avez l'AFP, vous avez nos amis du PDS, vous avez nos amis de Bok Gis et même nos amis de Réou. Pourquoi vous tenez tant à rejoindre l'APR? Est-ce que là, vous ne confortez pas l'idée selon laquelle vous voulez être protégé par le président de la République? Non, je ne cherche pas de protection. Je ne cherche pas de protection. Macky, nous avions terminé les combats le 25 mars. Macky dit, je travaille pour le Sénégal, je veux servir mon pays. Son langage a été très clair, apprécié par tout le monde. Je dis, nous allons vers Macky. Macky était revenu tout dernièrement avec 3,729 milliards. Macky pour mettre tout ça, le programme, son programme Sénégal émergent. Moins que la somme qu'on vous accuse d'avoir détournée. Mais je pense que ce problème-là, on va régler ça très rapidement. Macky aurait pu rester au Sénégal, on trouve cette somme, puisque c'est 3,750. Macky a besoin de tous les talents de ce pays, de tous les fils compétents de ce pays. Macky a besoin des hommes et des femmes qui peuvent aider le sortir, le Sénégal, à être émergent. C'est dans ce cadre que je vais travailler avec Macky. Est-ce qu'il n'en veut pas? Parce que là, visiblement, il n'en veut pas. Vous dites visiblement, c'est vous qui le dites. Hein? C'est ce qu'on constate, monsieur le ministre. C'est ce que vous constatez. Bon, j'attends un peu. Si je ne peux pas aller à la paix, je choisirai un de ces partis pour aller. Il y a l'AFP, il y a Bokis, il y a Bréoumi, il y a le PDS. Il y a d'autres qui sont là, qui nous demandent de travailler. Je dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de créer votre propre parti? La création d'un parti nécessite beaucoup de moyens que je n'ai pas. J'ai été un des ministres les plus pauvres d'Abdoulaye Wade. On n'exerce pas le pouvoir pour s'appauvrir. Hein? Moi, en tout cas, je suis sorti pauvre de ce gouvernement. Pauvre. Je n'ai qu'une maison ici au Sénégal. Une seule. C'est ici à Guédiawaye que j'ai acquise avant. C'est dans les années 80. La deuxième maison que j'ai, tout le monde m'a forcé la main, c'est à Tambacounda. En 2011, on dit, tu es responsable régional, tu es ministre, pourquoi tu ne cherches pas de maison à Tambacounda? J'ai acheté une maison à Tambacounda, je suis allé voir le président Blawad, je dis, président, j'ai acheté une maison à Tamba. Makoko Libanta, c'est une maison familiale. Je suis dans une maison, c'est un bail.
Là, ce que j'ai comme maison à l'extérieur, c'est à Paris. Et ça, je l'ai avant que Wade ne vienne au pouvoir. Wade est venu chez moi. Son épouse, Karim Al-Badranian, pour manger du tchéboudien et autres. Bon. À part cela, on n'a rien. Je vais vous raconter des anecdotes. Les gens, vous savez, on nous a tellement jeté à la vindicte populaire que quand les gens vous voient, ils disent « Ni n'ont pas les milliards, ni pas les milliards ». Quelqu'un est venu, c'est pas quelqu'un, même 2 personnes sont venues gentiment à la maison. On a échangé. Ils me disent « Khoury, si tu as des mal d'argent, tu nous les confies, on va les garder. Personne s'en rendra compte. » J'ai rigolé. J'ai dit, mais comment ça? Tu penses que j'ai des mal d'argent? J'ai dit non. Je n'ai pas. Il vous propose de thésauriser les, pour garder. Je dis mallettes. Non. Je dis, moi, je cherche le diable pour lui tirer la queue. On a des difficultés. On est là, qu'est-ce que nous avons? Notre retraite? Non. Et quelles sont vos ambitions pour Tambacounda aux prochaines locales? D'abord, je vais demander au président, avec les milliards qu'il ramène, qu'il nous aide à bitumer au moins le tronçon Maka-Koulibantang-Koussana, 36 km. Maka abrite un foyer religieux très intense, très dense, où se retrouvent chaque année, à 2 reprises, presque tous les Djahanké et tous les Khadia de Gambie, du Mali, de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et du Sénégal. Ce serait une très très bonne chose. Et il a dit, je vais aider les foyers religieux. Je voudrais qu'on prenne en considération Maka Koulibantang. J'ai demandé ça depuis 2000, dans le premier gouvernement d'Abdoulaye Wade. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de satisfaction. Mais qu'on le fasse pour nous cette fois-ci. Vous allez vous présenter pour devenir le maire de Maka Koulibantang. Oui. Je n'ai pas dit ça. C'est une question, en fait. Moi, pour le moment, je ne peux pas y répondre. Parce que si nous devons travailler en symbiose avec d'autres, il faut qu'on se retrouve d'abord, qu'on échange. Et on verra celui qui a le profil le meilleur pour diriger la mairie de Maka Koulibantang. Mais nous ferons en sorte que celui qui doit être maire de Maka Koulibantang puisse apporter quelque chose à Maka Koulibantang. Et ça va être valable pour toute la région de Tambacounda. J'ai été le responsable de Tambacounda. Je suis membre du conseil régional de Tambacounda. J'ai été président du conseil régional. Je suis président jusqu'à présent, je suis conseiller régional. Et dans le Sénégal de 2009, j'ai été le président le mieux élu, avec 43 voix sur 49. 50, mais il y avait 49 présidents. C'est moi qui ai sorti chercher Zoro. C'est moi qui ai sorti de Tambacounda le maire Souti Touré. J'ai mis mon nom, un de mes lieutenants, Bouriba. Et quand j'ai quitté pour le gouvernement, j'ai mis un autre de mes lieutenants, Salou Baldé, à la tête du conseil régional. Ok. Pour ou contre le report des locales? Si les petites failles que l'on voit en ce moment sont réglées, il faut aller au local le 29 juin. Vous êtes pour le respect du calendrier républicain? Je suis pour ce respect. Je suis pour ce respect. Oui. Et je souhaite même qu'on aille beaucoup plus loin. Au Sénégal, on est tout le temps en campagne électorale. Il serait bon qu'on voit dans quelle mesure on peut regrouper ces élections. Les locales vont avoir lieu très prochainement. C'est pour 5 ans. La présidentielle, c'est en 2017. Les législatives, c'est en 2017. Si déjà on pouvait regrouper en un même jour la présidentielle et les législatives, quitte à dissoudre les collectivités locales pour faire coïncider la nouvelle élection des collectivités locales le même jour, le Sénégal va pouvoir travailler tranquillement. Mais on est en campagne permanemment. La CREI, transformée en CREIF, ça vous inspire quel commentaire? Bon, la CREI, ils ont trouvé qu'elle était obsolète. Ils l'ont transformée. Et ils ont donné à la CREIF beaucoup plus de pouvoir, avec un domaine, un vaste champ de compétences. Il fallait démarrer par ça, non? Démarrer par créer, mettre sur pied la CREIF.
Ça, je ne suis Ça, pas. c'est 2 ans de perdu, non? Je ne suis pas au pouvoir. Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Un pouvoir qui arrive, il faut lui donner un temps pour se retrouver. Et Macky n'est pas venu avec de très très grands techniciens au départ. Donc pour la CREIF, on a élargi les champs de compétences. On permet aux victimes ou aux condamnés de faire appel. Et quand ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent se pourvoir en cassation. Mais ça, c'est une nouveauté et c'est très très bien. Ok. En tant qu'ancien président de conseil régional, que pensez-vous de l'acte 3 de la décentralisation? Non, ça rentre dans le cadre des innovations et de la rupture. Mais rupture qui pose problème. Qui pose problème. Oui. Rupture pour rupture, il ne faut pas aller trop loin. Je suis très attaché au conseil régional. J'aurais souhaité quand même qu'on laisse les conseils régionaux sur place. J'aurais souhaité également qu'au niveau des communes rurales comme urbaines, que quand un candidat se présente, ce candidat, qu'il soit alphabétisé en soninké, en bambara, en serer, en diola ou en pulaar ou en wolof. Mais là, on parle d'alphabétisation en français. Non. Oui. Pourquoi c'est discriminatoire. L'arabisant qui est dans ces localités en sait certainement plus que le candidat alphabétisé en français. C'est discriminatoire. Nous avons nos langues nationales. Donc, c'est le moment de les valoriser. Le français est une langue de travail. La France est là peut-être depuis 1659. Mais il ne faut pas pour autant piétiner nos langues nationales. Pour finir, ce que vous avez fait dans la pêche et vous a valu ces critiques, est-ce que vous les aurez refait si aujourd'hui vous occupiez ce poste? Je n'allais pas réoccuper ce poste si Macky m'appelait dans son gouvernement. Ah oui? Oui, non. Vous en avez fini avec l'économie maritime? L'économie maritime, oui. Parce que dafa bari coow. Les Wolofs disent que le poisson, c'est la propriété du djinn. Dafa wax rek la. Vous allez au marché, vous allez dans les plages. Je suis tout le temps dans les plages. Hein. J'aime bien y aller. Mais c'est des histoires à n'en plus finir. Je voudrais fermer ce dossier de la pêche avec vous aujourd'hui. Okay. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre Kourechi Thiam. Vous êtes ancien ministre de l'économie maritime et c'est la première fois que vous venez sur ce plateau d'opinion pour livrer vos analyses, votre vérité sur ce qui se passe dans le milieu de la pêche. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Le plaisir a été partagé. Je vous remercie, M. Faye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.